Allô, je suis à la nébuleuse, en train d'essayer d'écrire et de travailler. Et je suis tombé sur un livre de Camus, et vu que j'ai pas vraiment envie de travailler, je vais vous lire un passage. Euh, c'est dur de travailler, c'est dur d'écrire. Une amie m'a montré un bouquin écrit par une fille de 19 ans, et on se demandait comment ces jeunes font pour écrire des bouquins à 19 ans. Donc, vu que l'écriture est plus difficile que la lecture, je vais vous lire un peu de Camus. L'homme révolté, écrit en je sais pas combien. Chapitre 1. Ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu. En 1935, Camus trace sur un cahier d'écolier le plan de l'ouvrage qui deviendra L'envers et l'endroit, son premier livre. Dans ce récit percé de remords et baigné d'amour, dont il dédie le premier chapitre à sa mère, si compte, c'est pas sa mère si compte, c'est lui. Camus évoque pour la première fois une enfance encore proche, placée à mi-distance du soleil et de la misère. La misère n'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Le premier homme. Quand Albert Camus fut tué à 46 ans dans un accident d'auto, sa sacoche contenait le manuscrit du premier homme. Ce roman autobiographique inachevé ne sera publié qu'en 1994. Sous le pseudonyme de Jacques Cormery, Camus y raconte comment il est parti à la recherche de son père. Exploitant d'un domaine viticole dans une région insalubre de l'Est algérien, celui-ci était, à l'image des pionniers de la colonisation, le premier homme. 40 ans après sa mort, Jacques vint se recueillir sur sa tombe. Le deuxième chapitre, Le Fils ou le premier homme, évoque les souvenirs d'enfance de Jacques. Dans un quartier pauvre d'Alger, né sur une terre sans aïeux et sans mémoire, il est devenu à son tour le premier homme. Dans le troisième chapitre, à peine ébauché, Jacques devait se confesser à sa mère et lui explique la question arabe. Le destin de l'Occident. Oui, dit-elle, oui. Elle ne comprend rien à la guerre ni à la colonisation, mais ses regards expriment la tendresse et le pardon. Jacques a pris soudain conscience que son père était plus jeune quand il est mort, que lui-même ne l'est aujourd'hui. Sa conception du temps en a été bouleversée. De chronologique, elle est devenue cyclique. Ce nouvel ordre du temps est celui du livre, notre Camus. À l'histoire, valeur souveraine, dans le monde des intellectuels parisiens où il s'est aventuré, Camus a toujours préféré une certaine idée du bonheur et de la beauté. Les Grecs, peuple heureux, n'ont pas d'histoire. Au-dessus d'elle, il passe aussi les vertus du dénuement, l'absence d'héritage, obligeant sans cesse à de nouveaux départs. Fait de chacun d'entre nous le premier homme. L'histoire s'efface pour finir devant la figure de la mère qui ouvre à l'amour et à l'oubli. De Mondovì à Bellecour. Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovì en Algérie, tout près de la frontière tunisienne. Est-ce que ça marche encore? Peut-être, peut-être pas. Ah, putain. Ouais. C'est chiant, ça faudrait que j'y plug à quelque part. Tout près de la frontière tunisienne. Selon le guide bleu de l'Algérie, française de l'époque, Mondovì est le centre agricole le plus important de la région beaunoise, près de Beaune, en arabe Hanaba. Hippone, ses ruines et sa basilique évoquent le grand souvenir de Saint-Augustin.
En vertu d'une simple coïncidence, Saint-Augustin sera l'un des inspirateurs de la pensée d'Albert Camus. Son père, Lucien Camus, était employé chez Ricom et Fils, négociant en vin d'Alger, quand ses patrons l'expédièrent en 1913 à Mondovì. Lucien était d'origine bordelaise. Son épouse Catherine, née Santes, d'origine espagnole. Tous deux étaient nés et avaient grandi à proximité d'Alger. Le départ pour les confins de l'Algérie dut leur paraître une aventure. Le couple avait un enfant de 3 ans prénommé Lucien comme son père, et en attendait un second. Le premier homme raconte comment, au terme du voyage à Bonn, une carriole conduite par un arabe les achemina. À l'automne, jusqu'au domaine du chapeau de gendarme, il les introduisit dans une petite maison blanchie à la chaux, où, secourue par une aubergiste, la mère accoucha en catastrophe de son deuxième enfant, avant l'arrivée du médecin. « En voilà un qui commence bien, dit la patronne de la cantine, pas un déménagement. » Les faits sont un peu différents. Lucien Camus occupe depuis le printemps 1913 ses fonctions au domaine de Mondovì quand sa femme l'y rejoint, en septembre, avec leur fils aîné. C'est quelques semaines plus tard qu'elle accouche d'Albert, le 14 juillet 1914. Craignant pour sa famille les atteintes du paludisme, Lucien Camus informe son patron qu'il s'apprête à rentrer à Alger. La déclaration de guerre, le 3 août, l'envoie en métropole où il est mobilisé chez les Zouaves. Catherine Camus quitte alors Mondovì avec ses 2 enfants pour s'installer chez sa mère au 17 rue de Lyon, aujourd'hui rue Belouizdad, au champ de manœuvre, quartier est d'Alger. Blessé à la bataille de la Marne, Lucien Camus meurt le 11 octobre 1914 à l'hôpital militaire de Saint-Brieuc. Catherine Camus, qui est illettrée, doit faire des ménages pour élever Lucien et Albert, sous la tutelle impérieuse de la grand-mère Santes. En 1921, la famille déménage du 17 au 93 de la rue de Lyon, encore plus éloigné du centre d'Alger, au cœur du populeux quartier de Bellecour. Le nouvel appartement coûte sans doute moins cher. On y loge à l'étroit l'oncle Étienne, brave tonnelier borné, sourd et presque muet. Le dimanche, celui-ci emmène son neveu Albert à la sordide plage des Sablettes qui s'ornera d'affodelles quand elle servira de décor au meurtre de l'étranger. L'oncle Gustave Acco, boucher établi dans les beaux quartiers, appartient à un autre monde. À Bellecour, où Albert Camus grandit, habitent des petits blancs, souvent d'origine espagnole, même s'ils sont moins miséreux que la majorité des Arabes, terme qui englobe les Kabyles. Ils n'ont pas les moyens de visiter la métropole, sauf pour aller y faire la guerre. Les Européens côtoient les Arabes, mais ils les fréquentent peu. Les photos de classe de Camus sont édifiantes, celles de l'école communale. La coupe de cheveux. Les photos de classe de Camus sont édifiantes, celles de l'école communale de la rue Aumerat à Bellecour, celles de l'Hippocagne, du lycée Bugeaud, plus tard pourrait avoir été prise à Toulouse, dans un grand lycée parisien. Si Camus rencontra des Arabes, ce fut surtout grâce au football puis au journalisme. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Grâce à Louis Germain, son instituteur, Camus obtint une bourse pour poursuivre ses études au lycée, qui commençait alors en classe de 6e. Sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseigne et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé, écrit-il à son ancien maître en 1957, après avoir reçu le prix Nobel. Le grand lycée Bugeaud, à partir de 1930, Abdelkader aujourd'hui, se trouve à Bab el-Oued, quartier ouest de la ville. Pour s'y rendre, Camus traverse tout Alger
dont la large baie s'adosse aux collines. Du tramway qui longe le port, il peut admirer cette ville sur la mer qui s'ouvre dans le ciel comme une bouche ou une blessure. Il obtient des bonnes notes, mais pas le prix d'excellence. C'est sur le terrain de football qu'il accomplit ses premiers exploits. Il joue gardien de but, un poste où on est à la fois solitaire et solidaire, selon la formule qu'il appliquera au peintre Jonas, pour résumer la condition humaine. Après avoir débuté à l'association sportive de Montpensier, il entre dans l'équipe junior du Racing universitaire d'Alger. Je piétinais d'impatience du dimanche au jeudi, jour d'entraînement, et du jeudi au dimanche, jour de match. Le football nourrit ce parti pris d'Algérois qui ne le quitta jamais tout à fait. J'appris tout de suite qu'une balle ne vous arrivait jamais du côté où l'on croyait. Ça m'a servi dans l'existence et surtout dans la métropole où on n'est pas franc du collier. Alger peut bien être la plus belle ville au monde. Les sources de la culture se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. L'étonnante bibliothèque de Londres Acco pourvoit à sa soif de lecture. Il lit Balzac, Alexandre Dumas, Jules Verne, Monterland et les premiers écrits de Malraux. André Gide le déçoit. Âgé de 16 ans quand son oncle lui prête les nourritures terrestres qui servent d'évangile à sa génération. Il juge trop étudier ces extases que lui-même éprouve naturellement. Depuis l'enfance, grâce au seul bonheur de respirer, plus proche de Valérie, poète née au bord de la Méditerranée, il va l'imiter maladroitement dans ses premiers vers. Très vite, il comprendra que la prose convient mieux à ses élans lyriques. L'enseignement officiel n'est pas de nature à éveiller sa conscience politique. Le centenaire de la colonisation française renforce la fierté et le patriotisme ambiant. Aujourd'hui, en 1930, l'Algérie est un grand pays producteur où la paix française permet à tous le travail en complète sécurité, le respect des vies et des biens. Lit-on dans un album distribué à la population. Qu'importe à Camus s'il ne bénéficie guère des générosités du régime. La pauvreté, d'abord, n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Le malheur va prendre un autre visage. Les premières atteintes de la tuberculose brisent en 1930 sa carrière de footballeur avant d'entraver son projet de devenir enseignant. Un jour où il est retenu au lit, Jean Grenier, son professeur de philosophie, se rend en taxi à Bellecour et il découvre au domicile de son élève une pauvreté dont il n'avait pas l'idée. Camus lui avouera plus tard que cette visite l'avait suffoqué de timidité et de reconnaissance. Pour mieux se soigner, il va habiter chez l'oncle Acco, puis en divers endroits d'Alger comme chez des amis. Dans le premier Rome, la naissance de Jacques Cormery est malicieusement placée sous le signe du déménagement. On se perd à dénombrer les domiciles de Camus jusqu'à son premier mariage, mais aussi après. Besoin d'indépendance sentimentale, crise du logement, refus d'un mode de vie bourgeois, toujours il éprouvera des difficultés à s'installer. Encore une coupe de pages. Quelques mois après avoir repris ses cours au lycée, il donne à la revue Sud, au printemps de 1932, ses premiers essais. Un nouveau Verlaine, Jehan Rictus, le poète de la misère, une étude de Bergson, une autre sur la musique. Cette dernière est une honnête dissertation sur la pensée musicale de Schopenhauer et de Nietzsche. Il n'y avait pas de piano, on s'en doute, chez la veuve Camus, et les jeunesses musicales de France ne formaient pas encore le goût des lycéens. On croit Camus sur parole quand il confie son émotion à écouter du Mozart avec une prédilection pour Don Juan, qui avait d'autres raisons de le troubler. Jamais pourtant, la musique ne nourrira sa réflexion sur la création artistique. Après avoir obtenu le baccalauréat avec mention assez bien,
Seulement, on pourrait dire Sartre, il découvre à Gide pour de bon, jusqu'à le citer en épigraphe d'une série de rêveries. J'ai souhaité d'être heureux, comme si je n'avais rien d'autre à être. La fêterie grammaticale en moi, la phrase pourrait être de Camus. Il découvre surtout un roman d'André de Richaud, La douleur que lui a donnée Jean Grenier. Je ne connaissais pas André de Richaud, mais je n'ai jamais oublié son beau livre, qui fut le premier à me parler de ce que je connaissais. Une mer, la pauvreté, de beaux soirs dans le ciel. Il dénouait au fond de moi un nœud de liens obscurs, me délivrait d'entraves dont je sentais le gêne sans pouvoir les nommer. La Nouvelle Revue Française, hommage à André Gide en novembre 1951. En classe d'Hippocagne, il obtient le premier prix de composition française et le second, seulement, de philosophie. Pendant l'été, il lit Les Îles de Jean Grenier. Cette suite de symboles décrit un homme dépouillé de tout ce qui peut constituer dans sa vie, l'épisode, le décor, le divertissement, avertit Grenier en tête de son ouvrage. Camus préfacera en 1959 sa réédition. J'avais 20 ans lorsqu'à Alger, je lus ce livre pour la première fois. L'ébranlement que j'en reçus, l'influence qu'il exerça sur moi, je ne peux mieux les comparer qu'au choc provoqué sur toute une génération par les nourritures terrestres. Jean Grenier, maître vétilleux, ne montrera pas toujours pareil emballement pour les chefs-d'œuvre de son élève. Sa santé lui barrant l'accès à l'école normale supérieure, Camille étudie l'année suivante à la faculté des lettres d'Alger, sous la houlette encore de Jean Grenier. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie, fait qu'on va s'arrêter là. C'était le fun. J'aime ça, découvrir les petits livres, les faire partager par ce beau temps. À la prochaine.